Bonjour. Pour vous préciser un petit peu pour les vecteurs vitesse, là, donc j'ai pris les schémas qui sont sur votre manuel. Alors le premier, page 207. Là, la première chose qu'il faut comprendre, c'est à quoi sert le vecteur vitesse. Donc on voit sur ce schéma qu'on l'utilise pour représenter une grandeur qui qualifie un mouvement, qui est la grandeur vitesse. Elle correspond au déplacement par unité de temps. Alors, sur cet exemple, on peut voir que le vecteur vitesse conserve tout au long du mouvement la même direction et le même sens. Par contre, on peut voir qu'il y a accélération puisque le vecteur vitesse a une valeur de plus en plus grande. Sur cet autre exemple d'une planète qui tourne autour du Soleil, vous avez 4 positions particulières et à chaque fois un vecteur vitesse qui est différent. Pourquoi différent? Parce qu'il va changer, par exemple, ici de direction, il va changer ici et là de sens, et puis il va changer de valeur. On peut noter une chose importante, c'est que le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire, c'est-à-dire que si on voulait le représenter pour une position qui serait celle-ci, on aurait un vecteur vitesse tangent à la trajectoire, donc qui aurait cette direction et qu'on appellerait par exemple V'. Voilà. Alors, pour conclure sur la question à quoi sert le vecteur vitesse, il sert donc à caractériser le mouvement et quand on le représente, c'est pour voir deux choses. C'est pour voir s'il est modifié au cours du mouvement et c'est pour connaître sa valeur. Alors, je passe à la page 206. Vous avez un exemple intéressant de calcul de la vitesse. Donc ici, on est page 206. Alors, à noter cette formule qui va être pour nous très utile, ici. Donc ça veut dire, pour calculer la valeur du vecteur vitesse, j'utilise la valeur du vecteur position, c'est-à-dire la valeur du vecteur entre deux points successifs m et m', et je divise par le temps qu'il faut pour parcourir la distance considérée. Vous noterez qu'il y a une erreur ici, donc toute cette partie, vous pouvez la barrer sur le livre, c'est faux. Bon, cette formule, elle vous paraît peut-être un petit peu compliquée. C'est juste l'application de petits déplacements d'une valeur que vous avez déjà vue au collège, que vous avez écrit la vitesse, c'est la distance parcourue divisée par le temps. Voilà. Simplement, on va poser la durée comme étant aujourd'hui une différence de temps, donc on l'écrit delta t, et on va poser la distance parcourue comme une grandeur qui dépend de deux positions successives m et m'. Alors, appliquez ça à un cas particulier, et je vous avais déjà donné cet exemple dans une activité. On va numéroter des positions, et on va donc travailler sur une vitesse au point M2 avec les positions M1 et M3. Les horaires sont repérés par des temps T3 et T1. Alors, cette façon de calculer la vitesse, c'est la façon qu'on a depuis très longtemps en physique. Malgré tout, il faut s'attendre à des changements. Donc, pour vous, le manuel utilise ça, c'est pas faux, mais on va préférer utiliser la notation M2, M3 sur T2, T3, pardon, moins T2.
Voilà, vous risquez de trouver les deux pendant votre scolarité au lycée. Je vais vous donner deux exemples. Donc on va passer au schéma du document 4. Sur ce schéma, vous avez trois positions successives d'un objet qui se déplace. Donc elles sont notées M1, M2 et M3. Très important, vous avez une échelle de distance. Ça veut dire que si on mesure la distance entre M1 et M3, on utilise une règle et cette échelle. Ici, la distance est de 72,5 cm en réel. C'est-à-dire que sur le papier, vous avez 7,25 cm. Alors, il faut noter que le manuel fait une approximation, c'est-à-dire qu'il mesure la distance M1, M3 directement. C'est vrai que c'est plus juste de mesurer toute la distance parcourue, de suivre la partie courbe, mais on ne peut pas le faire ici, nos règles sont droites. Donc ici, la distance parcourue par l'objet qui va du point M1 au point M3 est de 72,5 cm. Les positions M1, M2 et M3 sont quelques positions prises par l'objet, puisque l'objet a parcouru toute la trajectoire, il est passé par tous les points au cours du temps. Simplement, l'intervalle de temps ici, si je mets un chronomètre à 0 pour la position 1, à la position 2, je serai à 50 millisecondes. Et à la position 3, 100 millisecondes. Ce qui veut dire que si on veut appliquer la formule distance parcourue, c'est-à-dire distance M1, M3, divisé par temps de parcours, c'est-à-dire T3 moins T1, on obtient le calcul qui est ici. Donc on obtient V2 est égal à 72,5 cm, c'est pour ça que vous avez le 10-2, divisé par 2 fois 50 millisecondes, et donc une vitesse de 7,3 mètres par seconde. On peut discuter de cette valeur, on garde cet exemple ici. Comment représenter le vecteur? Donc le vecteur, il est représenté à partir du point M2, puisque c'est le vecteur vitesse qu'on appelle V2, c'est-à-dire vitesse du mobile au point M2. On le représente à l'aide de la deuxième échelle qui est sur le schéma. C'est-à-dire qu'on veut représenter une vitesse qui est de 7,3 mètres par seconde. Première chose dont vous vous souvenez, ce que je vous ai dit, c'est que le vecteur vitesse, il va changer de direction et il est tangent à la trajectoire. C'est-à-dire qu'au point M2, sa direction sera la tangente à la trajectoire. Le sens du vecteur, ça sera de M1 vers M3, donc par ici. Et alors la longueur du vecteur, ben c'est assez simple, puisque vous avez 1,5 mètres par seconde par centimètre. Ça veut dire qu'ici, vous allez représenter un vecteur qui vaudra 5 fois cette échelle. C'est pour ça que vous avez la représentation du vecteur V2 ici. Dans cette représentation, vous retrouvez 5 fois l'échelle, c'est-à-dire 5 fois 1,5 mètres par seconde, ce qui correspond bien à une valeur de environ 7,5 mètres par seconde. Voilà. Donc dans tous les exercices qui vous sont proposés, il s'agit de mesurer des distances, mesurer des durées et calculer des vitesses.